Alors, Patrick Bertuzzi est ingénieur de la recherche hors classe, directeur unité de service agroclim à Avignon. Au départ de sa carrière de physicien du sol, spécialiste de la caractérisation physique du sol agricole et de ses propriétés hydrodynamiques. Puis, son champ disciplinaire a évolué vers la modélisation des transferts d'eau, de chaleur et du cycle du carbone et de l'azote entre le sol, la culture et l'atmosphère autour de la mise au point de l'utilisation de modèles de culture. Vous allez nous expliquer la suite. Voilà. Bonjour, je suis heureux de voir qu'il y a des jeunes dans la salle parce que je pense que ce que je vais exposer, ça va surtout les concerner par rapport aux générations futures. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous faire un balayage de l'ensemble des questions qui se posent à l'agriculture. Je ne vais pas rentrer nécessairement dans le détail, je vais essentiellement balayer tous les problèmes et les questions que ça pose. Bon, je vais pas détailler longtemps cette image-là. Ce qui paraît important, c'est de regarder la partie gauche, donc qui montre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre depuis pas mal d'années. Depuis en gros donc 1850, on voit une augmentation exponentielle de ces gaz à effet de serre. Mais ce qui est important sur ce graphique, c'est de considérer qu'il n'y a pas que le gaz carbonique. On parle beaucoup du gaz carbonique parce qu'il y a les transports, parce qu'il y a le chauffage, il y a des choses comme ça. Mais il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont émis et qui sont beaucoup plus importants, notamment pour l'agriculture. J'en cite deux, c'est le méthane et l'oxyde nitreux. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils ont des pouvoirs réchauffants globaux beaucoup plus forts que le gaz carbonique. 25 pour le méthane, avec un temps de résidence moyen de 12 ans dans l'atmosphère, et 100 et l'oxyde nitreux 286. Voilà, donc ça veut dire que vous émettez une tonne de CO2, vous émettez une tonne d'oxyde nitreux, le pouvoir réchauffant de la tonne d'oxyde nitreux représente 286 tonnes d'émissions de CO2. Suivant. Bon, quelques rappels de base là pour vous dire que le changement climatique, il est bien présent depuis les années 90. Là, vous avez une indication en différents points de France de l'évolution de l'anomalie par rapport à la température moyenne sur 30 ans de l'été. Vous voyez que partout en France, c'est générique. Quand c'est positif, ça veut dire que c'est en augmentation. Quand c'est rouge, c'est en augmentation. Quand c'est bleu, c'est en diminution par rapport à cette anomalie moyenne. Alors, on calcule la température moyenne de l'été sur une base 30 ans. Et après, on situe chaque année par rapport à cette moyenne. Donc, si l'année est en dessous, c'est en bleu. Donc, il fait moins chaud. Si c'est en rouge, il fait plus chaud. Vous dire, c'est parlant. Je veux dire, on voit bien que depuis les années 90, la tendance est lourde. Suivant. Alors, au niveau des pluies, pourquoi j'en parle? C'est que depuis la fin des années 90, on constate une coupure de plus en plus marquée au niveau des pluies. En particulier, le fait que la moitié sud de la France reçoit beaucoup moins d'eau qu'auparavant. Et c'est surtout en période hivernale, période sensible, puisque c'est des périodes de recharge de nappe, essentiellement, et qui sont déterminantes ensuite pour l'utilisation de l'eau en termes d'agriculture. Diapo suivante. Alors, l'autre fait qui est très marquant pour la production agricole depuis les années 2000, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus d'événements climatiques, d'anomalies d'événements climatiques. C'est de la canicule, de la sécheresse, des températures élevées, des périodes pluvieuses intensives, du gel, du grêle, de la grêle. Ces événements ne concernent pas forcément toute la France entière, mais ça peut concerner des régions de production sensibles, comme des régions de viticulture ou d'arboriculture, qui font que ça peut provoquer des situations unanéennes catastrophiques, et qui font aussi que d'une année sur l'autre, pour une même région, la production agricole va avoir une variabilité beaucoup plus forte qu'on rencontrait par le passé. Et vous voyez, de ce point de vue-là, l'année 2019 est un millésime excellent, puisqu'on a eu en France de la canicule, qui a été assez générale, de la sécheresse, qui a été assez générale. On a eu aussi du gel, qui a touché essentiellement les vignobles, et de la grêle aussi. Et ça, ces événements, à mon avis, ça va se multiplier dans l'avenir. Diapo suivante. Alors rapidement, pourquoi c'est important le climat pour l'agriculture? Rapidement, appuyez, allez-y. Parce que
le climat, d'abord, c'est du rayonnement. Et le rayonnement, c'est le pilote de la photosynthèse. C'est le carburant de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la production de matière verte par les plantes. Donc, s'il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de pousse. Ça joue, vous avez deuxième élément, c'est la température. La température joue sur la physiologie. C'est-à-dire toutes les réactions biogéochimiques qui interviennent dans les plantes, et notamment sur la photosynthèse. Elles sont dépendantes de la température. Et ça joue aussi sur la phénologie. La phénologie, c'est le fait que les plantes, tous les êtres vivants, des plantes comme les insectes, par exemple, passent par différents stades. Développement du bourgeon, floraison, formation du fruit, tout ça. Et le principal pilote de la phénologie, c'est pas le temps, c'est la température. Plus il fait chaud, plus ça va vite, en gros. Troisième élément, pour alimenter en eau, la principale source naturelle, c'est la pluie. Les pluies se raréfiant, les besoins en eau des plantes augmentent. Et quatrième élément, la combinaison rayonnement, température, vent et humidité, ça pilote ce qu'on appelle la demande évaporative climatique, ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Schématiquement, vous avez déjà remarqué que l'été, quand il fait chaud, vous transpirez plus. Ben, c'est ça la demande climatique. Et ben, pour les plantes, c'est la même chose. Pour les animaux, c'est la même chose. Voilà. Diapo suivante. Donc, on a vu ce qu'on appelle les facteurs abiotiques, température, etc., sur les plantes, mais ça joue aussi sur l'ensemble des cortèges des animaux qui vivent autour des cultures, et en particulier les insectes. Ça perturbe le cycle des insectes présents, mais ça aussi, peut aussi favoriser l'arrivée de nouveaux insectes, à la fois auxiliaires favorisants, mais aussi des insectes liés qui peuvent amener de nouvelles maladies. Donc il n'y a pas la plante, mais aussi tout le cortège des êtres vivants qui sont autour qui vont être modifiés. Diapo suivante. Et enfin, un dernier point, le climat et le temps, ben, ça joue sur les pratiques agricoles. À tout moment. Alors un bon exemple, l'an dernier, dans le nord de la France, à l'automne, il a fait très sec. Ce qui a perturbé très très fortement les semis de céréales d'hiver. Ce qui a retardé d'environ 3 semaines à un mois ces semis de céréales, et qui a obligé, par exemple, les agriculteurs à changer de variété, à prendre des variétés plus tardives, et à multiplier aussi, ne plus se contenter qu'une seule, mais d'en mettre plusieurs pour minimiser les risques. Voilà l'exemple aussi de situation qui explique que le climat a une influence. Alors là, maintenant, je vais passer en revue quelques impacts qu'on a déjà observés. Comme je vous l'ai dit, le premier impact, c'est la phénologie. La phénologie, je vais l'expliquer, c'est le calendrier de développement de la plante. Et le principal moteur, c'est la température. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'une façon générale, on voit que les stades phénologiques, si vous prenez par exemple le cas du débourrement de la vigne ou de la floraison de la vigne, ou de la véraison de la vigne, la véraison, c'est le bec qui change de couleur, hein, qui passe du vert au rouge. Bon. Tout ça avance dans le temps. Donc, ça veut dire que les cycles culturaux des cultures, de toutes les cultures et de tous les êtres vivants, se raccourcissent. Conséquence de tout ça, on va prendre l'exemple de la vigne, c'est que vous avez vu que les dates de vendange ont beaucoup avancé. Châteauneuf-du-Pape, depuis les années 50, c'est à peu près 3 semaines. Alors, si vous regardez sur ce graphique, vous voyez qu'à la fin, sur la courbe, vous voyez une remontée là. C'est pas parce qu'il fait plus chaud. C'est parce que les agriculteurs se sont déjà adaptés. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le principe de récolter plus tard malgré qu'il fasse plus chaud. Pour des raisons autres que des raisons climatiques. Voilà. Donc, deuxième élément, c'est que les impacts déjà observés, c'est que on voit globalement, pour toutes les productions agricoles, en gros, dans le contexte d'activité actuelle, des pratiques actuelles, des diminutions de rendement. Alors, je vous en ai donné un, là, qui est l'exemple des diminutions de rendement de pois secs de baies en sortie de parcelles à la vendange. Vous voyez qu'on a une tendance à la baisse. Il y a une certaine variabilité interannuelle, mais la tendance y est. Vous avez un autre exemple qui est très très célèbre en France, qui est ce qu'on appelle le plafonnement des rendements de céréales, de céréales d'hiver, en particulier de blé d'hiver. C'est-à-dire que vous voyez que depuis les années 90, la courbe s'infléchit, alors que le progrès génétique devrait faire en sorte que cette croissance continue. C'est donc qu'il y a des facteurs qui font que le rendement qu'on pouvait espérer n'y arrive pas. Et quand on analyse en détail les causes de ce rendement, de cette stagnation du rendement, une des causes est bien le changement climatique.
à la fois en termes d'impact d'augmentation de température, mais aussi d'impact des accidents que je vous ai dit liés aux événements extrêmes. Mais, dans un certain nombre de situations, si on a une tendance globale générale à la baisse et à l'irrégularité des productions, on a quelques productions qui en profitent. Et l'exemple emblématique, c'est la betterave. La betterave est très contente du changement climatique. Bon, pour d'autres raisons, ils sont pas contents parce que les prix ont baissé, il y a une forte compétitivité internationale, mais sur le plan de la conduite climatique, la betterave est sans doute une des productions françaises qui se réjouit le plus du changement climatique actuellement, hormis les problèmes d'eau. Mais vous en avez aussi d'autres. Le maïs, par exemple. Pour une région comme le sud-est, le maïs devient défavorable parce que les conditions sont moins bonnes, donc on a une baisse des rendements. Mais avec le changement climatique, on a une extension vers le nord. Et donc on voit, en France, du fait que les conditions deviennent plus favorables vers le nord, une extension vers le nord de la culture de maïs. Donc l'aspect diminution, augmentation de rendement dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel l'agriculture se pratique. Diapo suivante. Et dernier élément que je voulais montrer, c'est les impacts sur la qualité. On va avoir de plus en plus de problèmes de qualité des produits récoltés. Bon, les plus emblématiques sont actuellement visibles sur les cultures pérennes, comme les fruits. Vous avez l'exemple de la baisse d'acidité, par exemple de la clémentine corse aussi. Alors c'est un vrai problème parce que ça veut dire que l'IGP, l'identification géographique, ne va plus être respectée, par exemple pour la clémentine corse. Parce que la clémentine corse autorise une plage d'acidité pour la récolte, et avec le changement climatique, on va sortir de cette plage d'acidité. Et le deuxième problème pour la clémentine corse, c'est elle a ce qu'on appelle le cuvert, c'est-à-dire elle a toujours, quand vous regardez la mandarine, la clémentine, elle a toujours du vert et c'est cette coloration, aussi à cause du changement climatique, a tendance à disparaître. Deuxième exemple bien connu, c'est l'augmentation des taux de sucre dans les vins, qui perturbe bien sûr les vinifications qu'il y a derrière. Et troisième exemple qui est assez général, c'est il faut éviter par exemple que la formation du grain sur les céréales se fasse à des périodes de forte chaleur ou de sécheresse, puisque la qualité diminue. Donc une des stratégies d'adaptation qu'on évoquera tout à l'heure, c'est éviter de faire ce qu'on appelle de l'évitement, pour éviter que ces périodes de formation de grain se fassent à des périodes de forte chaleur. Diapo suivante. Là, ce que je vous montre, c'est en rapport avec les maladies, des exemples de propagation de maladies liées au changement climatique. Le premier exemple, c'est l'introduction d'une nouvelle espèce invasive qui a eu lieu en Suisse. C'est le feu bactérien. C'était une maladie qui se développe sur les arbres fruitiers par une bactérie. Vous voyez l'exemple de ce qui s'est passé. Elle est arrivée en 95 en Suisse. 2017, année très humide favorable. La maladie s'est étendue sur l'ensemble de la Suisse. Le deuxième exemple que j'ai emprunté au domaine de la forêt, c'est l'exemple de la processionnaire du pin, qui remonte vers le nord parce qu'il fait plus chaud. Et s'ajoutent bien sûr des effets de spot qui sont liés au fait que les gens transportent dans leur voiture des branches de pin ou des choses comme ça, et à partir de ces spots vont se développer aussi des maladies. Donc, si je fais une synthèse, diapo suivante. Si je fais une synthèse, déjà des modifications de pratiques agricoles pour s'adapter, des changements importants dans les bilans hydriques selon les sols et les cultures, impact sur les rendements, baisse tendancielle et plus grande variabilité entre les années, incertitude et pas d'évolution claire sauf sur les maladies fongiques, concernant la distribution et la fréquence des impacts des maladies ravageurs et des événements extrêmes. C'est vrai que j'ai pas développé l'aspect ravageur. Je pense que c'est un gros enjeu pour la production agricole. Et on est sans doute sur le plan de la scientifique le moins armé pour appréhender la question. On a de bonnes réponses pour les champignons. Moins d'eau, plus sec, a priori les maladies fongiques devraient diminuer. Mais pour tout ce qui est espèces nouvelles invasives qui risquent d'arriver, on est plutôt spectateur pour l'instant que réellement promoteur de solutions. Alors, une fois que j'ai évoqué ces questions-là, l'autre question que je voudrais évoquer, c'est pourquoi l'agriculture c'est important pour les émissions de gaz à effet de serre. Si vous voyez à gauche ici, vous voyez que l'agriculture et la sylviculture, c'est le deuxième contributeur à l'échelle de la France. 20%. Pourquoi c'est 20%? C'est parce qu'on tient compte du pouvoir réchauffant, ce que je vous ai dit. Et le méthane et l'oxyde nitreux, c'est l'agriculture qui est le principal producteur. Vous voyez que l'agriculture en France, ça contribue à 20% des émissions totales, 68% des émissions de méthane et 86% des émissions d'oxyde nitreux.
Je rappelle, pouvoir réchauffant entre 25 et 286. Alors pourquoi c'est important? Parce que le principal responsable de ça, c'est l'élevage. L'élevage, parce que on a des bovins, c'est des ruminants et c'est des usines à gaz, notamment de méthane, mais aussi parce qu'on doit traiter pas mal d'effluents d'élevage, notamment. En second temps, c'est les pratiques agricoles qui sont assez génériques par rapport à la fertilisation, etc. Mais au niveau global, retenez que c'est l'agriculture, c'est le deuxième poste, 20%, et le principal secteur agricole qui est vraiment concerné, c'est l'élevage. Diapo suivante. Alors là, je vous montre un exemple de ce qui se passe pour l'élevage. Vous avez ici la décomposition des sources d'émissions suivant les activités liées à l'élevage. Dans un cas, c'est de l'élevage laitier, dans l'autre cas, c'est l'élevage viande. Bon, vous situez les ordres de grandeur, c'est des données qui proviennent de l'Institut d'élevage. Élevage laitier, émission 1 kg de CO2 par litre de lait. Bon, j'ai fait un calcul rapide pour une vache montbéliarde qui produit 6800 kg de lait sur une lactation. Vous voyez que ça fait quasiment 7 tonnes d'équivalent CO2 par an, une vache. Pareil pour les bovins viande, revenez en arrière. Ouais. J'ai fait le même calcul pour les bovins viande. Vous voyez que pour un bœuf charolais à l'abattoir à 630 kg de poids vif, c'est 9 tonnes d'équivalent CO2. Bon, ça vous dit que là, il y a vraiment un poste sur lequel il faut agir en termes d'atténuation. Diapo suivante. Alors, avant de parler adaptation et atténuation, il y a une chose qui est très importante pour l'agriculture, c'est que vous savez qu'il y a différents scénarios climatiques. C'est ce qui est représenté à gauche ici. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'incertitude sur les scénarios futurs est déterminante sur ce qui se passera pour nous globalement dans l'avenir, et en particulier pour l'agriculture. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que suivant qu'on va suivre un scénario médian ou un scénario du laisser-faire, c'est deux mondes totalement différents qu'on aura du point de vue climatique. Ça, c'est très important. Et l'autre info que je vous fais passer, c'est que c'est maintenant qu'on engage cet avenir. C'est-à-dire, en gros, à l'horizon 2040-2050, tout ce qu'on accumule comme gaz à effet de serre conditionnera la pente qu'on va suivre. Et le temps qu'on mettra pour rattraper si on est capable de mettre des mesures d'atténuation et d'adaptation en place. Mais ça concerne tous les secteurs, parce que ça concerne pas seulement l'agriculture. C'est pour ça que c'est important, les discussions qu'il y a actuellement et les difficultés qu'on a sur la mise en place des mesures. Et actuellement, globalement parlant, si on regarde les évolutions actuelles de CO2, on a dépassé 410 ppm, parties par million. On est plutôt sur une courbe haute, c'est-à-dire plutôt sur des scénarios de laisser-faire. Même si les courbes ne se différencient pas encore. Mais de l'avis des climatologues, on est sur une situation haute. Diapo suivante. Alors, pour vous situer le problème, j'ai pris un exemple. Cet exemple, on a la chance en France, grâce à Météo France et l'Institut de physique Laplace de Paris, d'avoir à l'échelle globale de la France, sur une maille de 8 km sur 8 km, les données journalières des projections climatiques futures, qui sont des sorties de modèles climatiques, en fonction des scénarios futurs. Ces bases de données sont mises à disposition du public. Vous pouvez y accéder en utilisant ce qu'on appelle le service DRIAS sur Météo France, qui est sur Internet. Vous pouvez récupérer des données de projections futures concernant une région qui vous intéresse. Moi, j'ai fait un petit calcul simple. J'ai pris tous les points de la grille safran ayant une altitude inférieure à 800 mètres pour avoir quelque chose d'à peu près représentatif. Et j'ai calculé le nombre de jours où la température maximale serait supérieure à 35 degrés sur une année. Et vous avez ici les résultats à droite. Donc j'ai fait le calcul en utilisant les données historiques safran, puisqu'on a la même chose aussi pour les données historiques depuis 1958. Donc on peut couvrir en gros 1958-2100, avec une coupure qui est des données historiques dans un premier cas, et dans un deuxième cas, de la projection climatique future suivant différents scénarios. Est-ce que vous voyez par exemple, en rouge, c'est le résultat de ce qui se donnerait en laisser-faire, c'est-à-dire on laisse les émissions courir comme si c'était rien, et en jaune, c'est médian, et en bleu, c'était le fameux scénario RCP 2.8 qui avait été négocié à la COP21 et dont on sait pertinemment qu'on n'y arrivera pas. Non, mais ce qui me paraît important de voir, c'est que vous voyez que jusqu'aux horizons 2040-2050, comme les scénarios ne se différencient pas, on voit peu ou pas d'impact, mais au-delà de 2050, vous voyez qu'on suit vraiment des cinétiques très très différentes, avec des ordres de grandeur en fin de siècle, où on aura des étés très torrides, si on reste en scénario du laisser-faire sur le scénario PACA, et des scénarios
plus acceptable si on prend des mesures. Ça a des conséquences directes pour la vie de tous les jours, mais c'est aussi fondamental pour l'agriculture, cette évolution-là. Et c'est une part d'incertitude colossale. Alors, j'ai fait la même chose, j'ai fait ce même calcul pour la fameuse demande climatique. Ce que j'ai dit, la demande évaporative. Vous voyez qu'une estimation en fin de siècle, on peut penser qu'on aura une demande climatique en scénario du CFR qui sera une augmentation d'environ 25%. Rajoutez à ça le fait que les pluies diminuent. Vous voyez que la marge de manœuvre au niveau de la gestion de l'eau, entre la gestion de la demande et la disponibilité, va globalement poser beaucoup plus de difficultés qu'on a actuellement. Vous rajoutez ça aussi au fait que si on reste sur un scénario du laisser-faire, ça c'est au niveau de la France entière, vous avez une représentation ici de l'impact des vagues de chaleur. En bas, c'est les durées en jours, en abscisse, c'est les données en jours, en ordonnée, c'est en gros un indicateur d'intensité de ces vagues de chaleur. Et vous voyez qu'en scénario du laisser-faire, à l'échelle de la France, ce sont les points en rose, les vagues de chaleur vont être beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus intenses. Et pour vous donner un point de repère, vous avez entouré de rouge, c'est l'année 2017, qui avait été une année remarquable, et en vert, vous avez la fameuse année 2003, qui est aussi une année remarquable de ce point de vue vague de chaleur. Vous voyez que les vagues de chaleur qu'on considère comme étant des vagues de chaleur historiquement importantes, significatives pour les gens, ça correspond à des événements que je qualifierais de moyens par rapport à ce qui nous attend, notamment si on reste dans un scénario du laisser-faire. Voilà. Et dernier élément que je voulais donner pour l'agriculture, c'est que une étude Explore 2070 qui a été faite par IRSTEA en relation avec Météo France et un bureau montre que, d'une façon générale, on va avoir des baisses de recharge de nappes importantes sur l'ensemble de la France, entre 20 et plus de 50%, et que ça va surtout concerner le bassin du sud-ouest, vous le voyez, c'est les couleurs les plus foncées, et le bassin breton, essentiellement. Ça, c'est de la recharge de nappe, et vous avez la même représentation en termes de débit de rivière, avec aussi des baisses significatives de débit de rivière attendues à l'horizon 2050, etc. Ça va poser des questions de problèmes de conflit d'usage entre les activités agricoles, touristiques, les centrales nucléaires et autres. Voilà, donc ça fait partie des éléments. Alors maintenant, une fois que ce tableau large a été présenté d'une façon générale et qui concerne directement l'agriculture, sur ce graphique-là, je vais vous montrer quels enjeux se posent pour l'agriculture et quelles contraintes elle a à s'adapter. Elle a 3 types de contraintes. S'adapter à une tendance de fond, augmentation de la température, diminution de la ressource en eau. Ça, c'est ce que donnent les projections climatiques. Voilà. Et il y a, au travers de ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'elle doit tenir compte qu'il faut qu'elle réduise la vulnérabilité de la variabilité interannuelle probablement croissante. Je veux dire par là que si vous regardez les productions agricoles, d'une année sur l'autre, on a de plus en plus tendance, autour de l'évolution moyenne, à avoir des situations dont le contraste d'une année sur l'autre augmente. Suivant que c'est une année favorable, très défavorable, que vous ayez des événements extrêmes. Et troisième contrainte qu'il faut qu'elle prenne en compte, c'est résister à des événements extrêmes croissants. Alors, vous voyez que les marges de manœuvre de niveau 1, s'adapter, réduire la vulnérabilité, c'est encore jouable, mais éviter les événements extrêmes croissants, pour un certain nombre de productions, ce sera plus subi qu'autre chose. Bon, éviter les événements extrêmes, par exemple, mettre des filets sur des vergers, ok, ça peut être une solution. Mais d'une façon générale, pour l'ensemble de l'agriculture, on sera plutôt en position de subir que de lutter. Alors, quelle piste d'adaptation? Alors, ce schéma, il est important à comprendre. C'est que quand on regarde l'adaptation, on a 3 niveaux d'adaptation. Un premier niveau qui est ce qu'on appelle un niveau incrémentiel, c'est-à-dire qu'on modifie les pratiques, on reste sur, en gros, des systèmes de culture tels qu'ils existent, mais on s'adapte en changeant les dates de semis, en changeant les variétés, en nombrant plus les vignes pour que les baies soient moins exposées au soleil, etc. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, d'une façon générale, la profession agricole a déjà bien intégré cette démarche d'adaptation incrémentielle. Dans tous les secteurs, y compris l'élevage, ils sont à la recherche de solutions, ils ont déjà mis de solutions de ce type. Mais on sait très bien,
en fonction de l'évolution du climat futur, que ça ne suffira pas, et que ça ne suffira pas et qu'il faut imaginer autre chose. La première chose qu'il faut imaginer, c'est ce qu'on appelle de faire des scénarios de rupture. Scénario de rupture, le premier scénario de rupture auquel on pense, c'est d'adapter les systèmes. C'est-à-dire modifier les occupations dans les exploitations, modifier les rotations pour tenir compte de cet effet-là. Un bon exemple, la production du maïs irrigué dans le sud-ouest, on sait que dans quelques années, ça va poser de gros problèmes. Bon, chercher des cultures de substitution au maïs irrigué est une alternative. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle une approche de modification de système. Et si on va vraiment très loin, et en particulier dans des années 2080-2100 sur des scénarios du laisser-faire, là, c'est une transformation complète du paysage agricole, parce qu'on saura pertinemment que des cultures qu'on a faites par le passé, on ne pourra plus les faire. Et alors là, exemple typique, on peut très bien imaginer que la région PACA, à l'horizon 2080-2100, si on est du scénario du laisser-faire, aura des climats comparables à ce qui se passe actuellement au Maghreb. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors, d'une façon générale, la profession agricole reste sur l'incrémentiel. Commence à aborder le systémique un peu, parce que, en gros, son domaine sa ligne de conduite, c'est l'horizon 2040-2050, où on a vu que les scénarios ne se différenciaient pas encore. Mais les aspects transformentiels sont très très peu abordés. Alors, pour s'adapter, de quoi on dispose? D'abord, on dispose d'une arme importante qui s'appelle la sélection génétique. De plus en plus de programmes, notamment pour les cultures annuelles, s'orientent vers la prise en compte de critères qui sont résistance à la sécheresse, résistance à la température, résilience par rapport aux événements extrêmes, etc. Donc, dans ce cadre-là, on développe ce qu'on appelle des plateformes de phénotypage, c'est-à-dire qui permettent de voir comment poussent les cultures en conditions extrêmes, pour pouvoir ensuite faire, une fois qu'on a repéré une plante, par exemple, faire de l'analyse de type génétique, rechercher des QTL, ce qu'on appelle des QTL, des marqueurs, et ensuite, par sélection génétique, voir dans le panel des espèces existantes de nouvelles variétés à créer, on retrouve ces marqueurs, pour pouvoir promouvoir en quelque sorte de nouvelles variétés qui s'adaptent. Sinon, dans l'optique systémique, bon, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés actuellement par mes collègues, notamment l'INRA, sur des approches de ce qu'on appelle d'évolution des systèmes de culture, pour les rendre plus résilients par rapport au changement climatique, donc suivant les différentes filières. Et puis, troisième hypothèse, dans la transformation, il y a un certain nombre de travaux qui cherchent à voir quelles seraient les aires compatibles futures pour un certain nombre de cultures, pour savoir jusqu'où ça va évoluer, etc. Mais actuellement, l'ensemble des travaux sont essentiellement au niveau incrémentiel. Le systémique commence à prendre forme et la migration, c'est plus dans un aspect d'analyse globale du problème. Alors, sur les aspects atténuation, comme je vous l'ai dit, l'agriculture est un très gros contributeur. Pour qu'elle joue son rôle en termes d'atténuation des gaz à effet de serre, on a deux leviers. Le premier levier, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il faut réduire les apports d'engrais minéraux et utiliser au maximum les sources minérales par minéralisation qui proviennent de l'azote organique. Donc, c'est pour ça que un des leviers essentiels, c'est le fait de pouvoir mettre dans les rotations des cultures intermédiaires qui apportent justement cette matière organique et que le sol va transformer pour produire de l'azote organique qui sera ensuite transformé par minéralisation et mise à disposition de la culture. Vous avez aussi des travaux qui sont conduits sur tout ce qui est l'élevage, pour réduire les émissions, récupérer le méthane, faire des méthaniseurs, etc. etc. Donc, réduire les émissions directes. Alors, le principal levier qu'aura l'agriculture pour réduire les émissions, c'est le stockage du carbone. C'est-à-dire promouvoir une agriculture qui favorise le stockage du carbone. Bon, planter des arbres, agroforesterie et forêt, à condition bien sûr que les autres facteurs ne soient pas limités en niveau haut, peuvent stocker du carbone.
mettre des cultures intermédiaires, mettre des prairies permanentes, ça contribue à réduire la fourniture en azote minéral, ça contribue à réduire l'utilisation des engrais minéraux, mais c'est aussi facilite le stockage de carbone. Et deuxième point, c'est changer de technique. Le labour est défavorable par rapport au stockage de carbone. Et mettre des systèmes de culture où le non-labour devient une part importante favorise aussi au niveau du stockage du carbone. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de travaux qui sont conduits et par les instituts techniques et par l'INRA, justement pour évaluer l'impact de ces mesures. Et en particulier, à l'INRA, à l'initiative de Jean-François Souchana, on a le projet 4 pour 1000 qui dit que si l'agriculture au niveau mondial est capable de stocker 4 lourds 1000 par an de matière organique dans les sols agricoles supplémentaires, on compense en gros les émissions à l'échelle mondiale. Voilà. Donc ça c'est important. Le levier essentiel au niveau de l'agriculture, ça va être l'atténuation. Le diapo. Alors, pour terminer, je prends un exemple de l'élevage. Voilà différents leviers sur lesquels l'élevage peut jouer. Sur l'aspect alimentation pour les animaux, qualité des fourrages, et sur les autres aspects, gestion des déjections, gestion des cultures d'azote, l'électricité dépend. Pour vous dire que la démarche d'atténuation, elle touche différentes activités autour d'une exploitation agricole. Elle sera limitée au niveau alimentation, parce que les ruminants, ça reste des usines à gaz. Hein. Et les autres leviers, bon, sont déjà des choses qui se mettent en place. Et il y a déjà des plans qui sont développés, notamment dans l'élevage, mais aussi dans d'autres cultures, pour inciter les professions agricoles à faire ça. Et en fait, dernière diapo, ce qu'il faut voir, c'est que d'une façon générale, quand on aborde l'adaptation de l'agriculture à un changement climatique, on ne peut pas dissocier les questions d'adaptation, d'atténuation. C'est-à-dire que toutes les combinaisons d'évolution, de pratiques ou de modification de système doivent tenir compte à la fois d'un effet adaptation et atténuation. La principale raison essentielle, c'est que du point de vue fonctionnement, la seule façon de faire, c'est de faire ce qu'on appelle une intensification écologique, c'est-à-dire concevoir une agriculture productive plus résiliente économiquement intrant et moins nocive pour l'environnement. Il s'agit d'intensifier les mécanismes naturels des écosystèmes, hein, à la fois dans le sol, mais aussi dans les pesticides par rapport aux ravageurs auxiliaires. Et c'est surtout favoriser le fonctionnement du sol pour nourrir les plantes, stocker du carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on associe souvent agriculture de conservation ou agroécologique, c'est des façons d'exprimer la même chose, c'est-à-dire en gros, faire en sorte que les pratiques et les systèmes qu'on met en place favorisent au mieux la ressource du sol. C'est déterminé. Voilà, j'ai terminé. En guise de conclusion, concevoir des modes de conduite résilients, diversifiés, minimiser les risques en combinant sélection génétique, modification de pratiques et système de culture, enjeu crucial de la gestion de l'eau. Je vous l'ai montré, notamment par rapport aux limites des rivières et des origines. Réduire l'empreinte carbone de l'agriculture, réduire les émissions directes, et surtout faire de l'agriculture un lieu de stockage de carbone, parce qu'elle à la fois elle met en place les éléments biologiques nécessaires, mais aussi elle a la légitimité des surfaces, mais de grosses incertitudes, effet à court terme des aléas sur des éléments extrêmes. C'est le principal sujet qui préoccupe les professions agricoles actuellement. Les événements extrêmes. Et à long terme, le type de scénario qui se produira. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Bertucci. C'est absolument passionnant.